Trouvons-nous de la douceur dans son regard, de la tendresse et de la mélancolie dans son chant? Apparence trompeuse. Le rouge-gorge est l'intolérance, l'insociabilité même, et défend sa solitude de la voix et du geste contre tout oiseau de son espèce. Ce mâle qui chante si joliment est en réalité un propriétaire sur son bien et qui le proclame. À l'ouïe de cette voix, le voisin réagit souvent en s'éloignant. Mais si le chanteur aperçoit l'intrus chez lui, il voit rouge et ce n'est pas qu'une image, car la vue du plastron coloré le met en fureur. Fort de son droit, il s'approche en chantant et se livre à une mimique d'intimidation. Relevant la tête, la poitrine bombée, il cherche à déployer contre l'autre la plus grande surface de sa poitrine rougeâtre, en accentue l'effet par des secousses latérales du corps et en relevant un peu la queue. Cette attitude menaçante engage d'habitude l'intrus à rompre et à fuir. Mais s'il ne veut pas céder tout de suite, une prompte attaque le détermine à retourner penaud chez lui. Hors de son territoire, le rouge-gorge semble en effet se sentir en faute, devient furtif et silencieux, et, bien qu'il outrepasse fréquemment les limites pour chercher sa nourriture, la vue du drapeau rouge du légitime possesseur suffit à lui en imposer. Sur ces terres, la situation se renverse aussitôt. Les frontières, assez nettes, s'établissent de proche en proche par les affrontements des propriétaires voisins. Arrivant face à face en chantant et en se menaçant, ils s'arrêtent, car aucun ne tourne casaque. Après un instant de provocation intense, ils repartent chacun de son côté et le point de rencontre a été reconnu comme limite. Ainsi, la plupart du temps, les affaires se liquident par des duels mimés et chantés et du simulacre on passe rarement au combat sérieux. Les batailles à coups de bec, plutôt exceptionnelles, ont parfois une issue fatale et interviennent quand la possession du territoire de la femelle est en jeu. Les plus beaux chants retentissent au premier printemps, à l'apogée des disputes territoriales et des accouplements. Un fléchissement temporaire, presque le silence, se produit quand il y a des petits au nid. Les rouges-gorges se taisent en juillet, plus ou moins tard selon l'altitude, et ne chantent guère en août. Ils recommencent au début de septembre et jusqu'à mi-novembre. Le chant est assez rare en décembre, déjà plus fréquent en janvier chez les hivernants et par les journées douces. La vraie reprise débute à mi-février, puis l'arrivée des estivants ouvre la période intense de mars et d'avril. Les mœurs volontiers crépusculaires de ces oiseaux sont marquées par l'activité vocale plus forte du matin et du soir. On les entend parfois pendant les nuits de lune. Le rouge-gorge aime la végétation basse et touffue, fraîche et ombragée, abritant la terre nue ou couverte de feuilles mortes. Les bois de feuillus, de conifères ou mixtes, jusqu'à la limite des forêts entre 1800 et 2100 mètres, les taillis, les bosquets, les haies épaisses, les ravins boisés et les bordures d'arbres des cours d'eau, tels sont les milieux qu'ils peuplent le plus volontiers. Toutefois, ils se raréfient sur les sols secs et chauds, et l'on remarque une population plus dense dans les lisières, les clairières, le long des chemins et des cours d'eau qu'à l'intérieur des massifs forestiers. Ils s'installent aussi dans les parcs, les grands jardins, dans la verdure des banlieues de villas, sans rechercher cependant la proximité des maisons le plus souvent. La femelle seule construit le nid. Elle choisit une excavation à terre au flanc d'un talus, au bord d'un fossé, sous une banquette de terre en surplomb, sous une racine déchaussée, dans une souche pourrie, au pied d'une cépée dans le taillis, sous un amas de branches mortes, sous une touffe d'herbe ou une pierre. À côté de ces situations typiques, mentionnons les trous de murs, les tas de fascines, les terriers de lapins, les lierres touffus et les bois de fer blanc, les pots et autres ustensiles jetés dans les buissons ou encore dans ce distributeur de graines. Le rouge-gorge niche aussi au-dessus du sol, sur des saules têtards et dans des trous d'arbres, dans des nichoirs, à l'extérieur ou à l'intérieur de cabanes rustiques, de remises, sur des poutres extérieures de bâtiments, jusqu'à 4 mètres de hauteur et davantage. Ces nids élevés sont fréquents aux alentours des maisons où rôdent des chats. J'en ai vu un dans l'enfourchure d'un arbre, à 3 mètres du sol,
et parfois un vieux nid de merle sert de base. Les sites inattendus ne manquent pas et la liste en serait longue. Chercher un nid n'est pas une petite affaire, car il est presque toujours fort bien caché et abrité par-dessus par un auvent naturel qui laisse une étroite ouverture. De plus, ces matériaux se confondent avec les brindilles et les feuilles mortes qui recouvrent le sol. Les oiseaux sont très prudents, et si on ne le découvre pas par hasard en faisant fuir la couveuse, il faut guetter celle-ci lorsque le mâle apporte une offrande. Dans la cavité de son choix, elle amasse des feuilles sèches, des brins d'herbe, des lichens, puis de la mousse mêlée de feuilles et de fibres grossières. Ce gros œuvre enserre une coupe tapissée de fines radicelles et autres fibres, de crin et parfois de laine et de plumes. Avril est l'époque de la construction. Dans la seconde quinzaine de ce mois, ou au début de mai, la première ponte est déposée peu après l'achèvement du nid. Elle se compose chez nous de 6 œufs en moyenne. La femelle seule couve avec assiduité pendant 12 à 15 jours et le séjour des jeunes a la même durée. Après leur sortie, les deux parents continuent à les nourrir pendant 2 à 3 semaines, puis ils s'éparpilleront et l'on ne verra que rarement leur plumage tacheté, encore sans plastron. Dans le cas assez fréquent où la femelle entreprend en juin de construire un second nid et de pondre à nouveau, elle abandonne au mâle le soin des jeunes et se met à couver au moment où ceux-ci quittent le nid. Quand les rejetons de la deuxième couvée naîtront, le mâle sera libéré des premiers et pourra l'aider à nourrir. Il est possible qu'une troisième ponte ait lieu parfois, en juillet, mais les nichées tardives sont en général de remplacement.